Alors, Karine Ouellette, je suis présidente fondatrice de l'entreprise Reloc Québec, qui est une société qui est là pour accompagner l'individu dans son projet de mobilité vers le Québec. Ça commence vraiment en amont, depuis le pays d'origine, donc par exemple depuis la France, où est-ce que la personne commence à développer son projet, ses idées. Il y a beaucoup de petites informations qu'on n'a pas toujours sous la main, on n'a pas toujours accès au bon réseau aussi pour répondre à nos questions d'une façon personnalisée. Selon notre cas à nous, parce que chacun vit un projet de façon différente. Donc, on est là vraiment pour supporter à travers toutes les étapes durant le projet, depuis le pays d'origine, par l'installation, en passant par l'installation jusqu'à l'intégration de la personne là, en assistance virtuelle. On va en parler un petit peu plus tard. Ça fait combien de temps que ça a été créé, Reloc Québec? Ça fait 10 ans, 10 donc ans, on a complété notre 10e année, oui, tout à fait. Oui, merci. Donc, je pense qu'on a fait nos preuves sur le marché, on a accompagné dans nos réalisations, on a accompagné des milliers de candidats. Donc, ça fait partie de nos belles réalisations de nos 10 ans, mais toujours d'une façon humaine et personnalisée. On ne veut pas tomber dans l'accompagnement de masse où est-ce que l'individu sera un peu comme un numéro, c'est pas l'ADN de Reloc Québec. Déjà, comme je le disais, l'accompagnement commence idéalement depuis le pays d'origine parce que on pense chez Reloc Québec qu'une bonne préparation va vraiment faciliter toute la démarche par la suite. Donc, le fait de se préparer, d'avoir accès à des bonnes informations, pas seulement sur la culture, mais le fonctionnement de la ville, le fonctionnement en milieu de travail. Ça va vraiment sur un détail fin d'informations. Une personne qui est bien informée, généralement, va s'adapter ou va mieux comprendre le milieu où est-ce qu'elle arrive et ça va mieux se passer. C'est ce qu'on aperçoit dans notre expérience. Quelqu'un qui n'a pas d'informations peut le découvrir, mais parfois ça va se traduire par des chocs culturels plus importants, des pertes de repères, peut-être une anxiété ou une insécurité plus grande que si quelqu'un nous accompagne. On peut penser pour n'importe quel pays, je pense que c'est valable. Donc, c'est l'accompagnement qu'on fait de départ, mais aussi après ça, sur place, évidemment. Dans le milieu de travail, nous, on ne va pas intervenir, mais c'est les informations qu'on aura données qui vont faciliter potentiellement l'intégration en milieu de travail. Généralement, en milieu de travail, il y a des ressources humaines ou des gens qui sont mandatés pour accompagner les recrues, normalement, parce qu'il va y avoir des plans d'intégration, comme même un Québécois qui intègre le marché du travail, normalement, l'entreprise devrait en prendre soin, le former, l'inciter à connaître ses collègues, etc. Donc, nous, c'est plutôt le volet culturel qu'on travaille. Et le fait en sorte aussi, étant donné qu'on gère tout l'extérieur du milieu de travail, donc avoir un logement, dans un bon quartier, répondre aux besoins du projet de vie du candidat, de son installation, bien évidemment, ça va faire en sorte que le candidat, quand il va être au travail, il y a plus de chances qu'il soit pleinement disponible pour son nouvel emploi qui lui demandera un défi d'intégration aussi. Alors que s'il a des soucis, ça se passe pas bien à l'externe, bien probablement, on peut imaginer que ça se passe un petit peu moins bien en intégration au travail. Donc, je dirais que c'est comme ça qu'on accompagne les individus. En termes de services spécifiques, on s'adapte vraiment aux besoins de ce que les entreprises nous demandent, tout en les conseillant parce qu'on a une grande expertise. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises qui sont très agiles et habitués, qui ont une expérience en recrutement international ou en recrutement national. Ça peut être des gens aussi qui proviennent de d'autres villes canadiennes qui pourraient être intégrés avec nos services. Les entreprises, parfois, ont cette expérience et parfois, elles ne l'ont pas. Donc, c'est sûr qu'on va les accompagner en termes de conseils, de bonnes pratiques, mais les services sont quand même davantage vraiment dirigés sur les candidats, les personnes, l'humain. Donc, ces services-là vont être offerts gratuitement. C'est une relation de B2B, si on peut dire, là, d'entreprise à entreprise, où est-ce qu'on partage notre expertise avec notre client pour le bénéfice du candidat, de l'employé. Bien, il y a avantage à partager aussi ces bonnes pratiques-là avec l'employeur pour lui dire, par exemple,
sur des questions logistiques d'arrivée. Quand on s'assure que notre candidat est bien installé, on a un logement pour lui, peut-être c'est plus facilitant à ce moment-là de penser à faire arriver l'employé, par exemple. Ça peut sembler un peu banal, mais c'est des choses qu'on traite au quotidien parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas pensé à ça. Il y a une pénurie de logements au Québec et de logements abordables encore plus. Donc, parfois, dans le processus, par exemple, RH, où est-ce qu'on a recruté, on a sélectionné, on prépare un candidat et là, on veut le faire arriver, on a besoin du talent, évidemment, pour que notre entreprise fonctionne bien. Bien, on peut tout de suite imaginer, OK, donc j'aimerais ça qu'il arrive à telle date et puis passer rapidement sur le volet de l'arrivée, alors qu'on n'a peut-être pas fait des vérifications sur est-ce que le candidat est prêt dans son installation, préparation de son installation au Québec, mais également, lui, personnellement. Par exemple, on doit donner une démission, il y a des délais à respecter. Les délais à respecter ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, en France, les délais ne sont pas nécessairement les mêmes et selon l'employeur aussi, il peut avoir des particularités, des contrats avec des clauses. Donc, c'est des choses que parfois les employeurs ne considèrent pas par méchanceté, mais par peut-être une ignorance ou il n'y avait tout simplement pas pensé. Donc, on est là aussi pour accompagner l'entreprise dans le processus, mais vraiment, notre axe principal, c'est toujours l'humain qui change de pays ou qui change de ville et qui s'en vient habiter au Canada. Et je rebondis sur ce que tu dis sur les logements. Oui. À savoir qu'au Québec, actuellement, il y a beaucoup de villes où il y a un taux d'inoccupation qui est égal ou inférieur à 1%. Oui, puis même dans les taux d'inoccupation, il y a tout un raffinement de détails qu'un individu qui regarde en ligne et qui arrive à tomber sur un taux d'inoccupation, par exemple, de 1% ou de 1,5%. Ça, c'est le taux moyen. Puis une moyenne, c'est pas représentatif toujours de tous les cas de figure. Donc, pour vous, spécifiquement, selon ce que vous recherchez, ce que l'individu recherche, peut-être que le taux d'inoccupation il est beaucoup plus bas ou il est un peu plus élevé. Donc, ça peut varier. À faire attention, par exemple, quand on surpasse le 2 chambres, donc ce qu'on appelle ici un 4,5, donc avec 2 chambres à coucher, il y a vraiment un taux inférieur de disponibilité. Donc là, si on était à 1% de taux d'inoccupation, peut-être qu'on passe à 0,2. Donc oui, c'est une bonne idée d'inviter les gens à la prudence et à bien s'informer. Oui, et surtout si en plus il y a des contraintes supplémentaires des animaux ou autres, et là ça devient plus compliqué. Oui, là les taux baissent encore, parce que pour les chats, c'est tel que tel, ça dépend des animaux, ça dépend des propriétaires, mais on peut imaginer, surtout pour un chien ou un plus gros chien, disons, c'est peut-être une offre de location sur 10 qui va l'accepter. Donc déjà, dans un petit ratio d'inoccupation, si on a un logement sur 10 qui accepte notre chien, notre animal, vous comprenez que là, on est en rareté. Je sais pas si tu as déjà rencontré ça sur les annonces, mais nous, c'était qu'on a voulu louer à Québec, c'était un gros chien ou 2 chats. Ah, tu sais, c'était genre proportionnel, il fallait que ça rentre dans l'appartement. Il y a toutes sortes, c'est rigolo parce que on arrive à voir toutes sortes de cas de figure justement. Et là, c'est de savoir est-ce que c'est la normalité? Est-ce que les gens habituellement vont avoir ce genre de raisonnement-là? Je dirais que non. Là, dans ce cas-ci, c'est pas la normalité. C'est plutôt une question de grosseur, d'aboiement, de dérangement pour les autres et de bris du logement. Donc, en général, on peut penser qu'un chat peut abîmer davantage les meubles que le plancher, alors qu'un chien plus gros, avec les griffes, pourrait abîmer le parquet, le plancher. Donc, c'est toute une question culturelle qui est en arrière et de savoir qu'est-ce qui est la norme, qu'est-ce qui n'est pas la norme. Et là, il y a des gens qui peuvent abuser de ces situations où est-ce qu'il y a beaucoup de demandeurs, peu d'offres. Et là, il faut faire attention toujours il faut comprendre la culture puis savoir est-ce que c'est dans la norme, c'est pas dans la norme, mais là, c'est là que d'avoir un accompagnement de quelqu'un qui s'y connaît va pouvoir nous aiguiller là-dessus. Et je rajoute autre chose aussi, c'est que pour les personnes qui ont des chats, qui viennent de France, il y a encore quelques années, au Québec, on avait le droit de dégriffer les chats. Oui. Et quand vous allez passer avec des particuliers, certains ne voudront pas encore vous louer un meublé si votre chat a des griffes. Nous, c'est le problème qu'on avait rencontré. Pourtant, ça fait quelques années que c'est interdit de dégriffer. Et nous, on n'a pas trouvé à cause de ça.
Donc si vous avez un chat, voilà, si vous passez par des particuliers, ça peut être plus compliqué parfois si c'est un meublé. Oui, voilà, oui, parce qu'évidemment, il y a des meubles, donc le chat peut abîmer, ça arrive assez fréquemment. Et je rebondis sur ce qui est interdit, à savoir qu'en France, on demande une caution quand on rentre dans un appartement, et au Québec, c'est interdit. Sauf si tu me... Non, c'est pas interdit? En fait, c'est parce que il y a, encore là, il y a tout le spectre du tribunal administratif du logement, qui est une entité qui va gérer ces cas-là et qui va indiquer normalement, les gens vont signer un bail et vont payer le premier mois. Il n'y aura pas de logement payé à l'avance, il n'y aura pas d'obligation, puis même normalement, on ne le fait pas. Par contre, l'envers ce que les gens ne connaissent pas parfois de l'extérieur, justement, c'est un bon exemple là, que tu dis là, c'est que quelqu'un qui va louer un appartement, par exemple ici au Québec, on va lui demander une enquête de crédit, de faire une enquête sur sa personne pour s'assurer, évidemment, qu'il va être en capacité de payer et que les risques sont moindres, minimes, en tout cas contrôlés. Étant donné qu'un nouvel arrivant n'a pas d'historique de crédit, le propriétaire qui oblige une enquête de crédit et le Français qui arrive, par exemple, qui n'a pas d'historique de crédit, qui ne peut pas répondre, va devoir donner d'autres garanties. Et là, on est dans une zone à l'extérieur du TAL, en quelque sorte. On reste quand même lié au TAL, le tribunal administratif du logement. On va signer un bail en bonne et due forme, tout ça. Mais dans le contexte actuel, le propriétaire ne pourra jamais obliger quelqu'un à le faire, mais il va pouvoir décider de ne pas lui louer, par contre. Donc, le problème que vous allez rencontrer avec les gens parfois qui disent « Moi, j'ai entendu, c'est illégal de donner un mois de loyer. » D'accord, mais le propriétaire qui ne peut pas faire d'enquête de crédit sur vous, qui n'a aucune garantie, il y a 10 personnes, et puis je dis 10, je suis généreuse, je suis pas généreuse, en fait, c'est 100 personnes qui attendent à l'extérieur qui peuvent démontrer une enquête de crédit ou qui vont proposer de donner, de payer des mois d'avance ou des cautions. Donc, ces gens-là vont être retenus avant la personne qui refuse de le faire. Donc, c'est une question d'offre et de demande, c'est une question de contexte. Après, il y a des pratiques, disons, qu'on voit régulièrement à ce niveau-là, puis il y en a d'autres qu'on voit qui sont déraisonnables. Et la tendance est au déraisonnable, malheureusement, dans le contexte actuel. Donc ça, il faut être très prudent et toujours signer un contrat avec lequel on est confortable, mais qu'on a tout sur papier, on a tout bien. Et là, d'avoir un accompagnement, encore une fois, savoir quel est le bail à signer, c'est quoi les clauses importantes à vérifier, c'est quoi mes droits, mes devoirs en tant que locataire, en tant que propriétaire, donc tout ça. Encore des belles questions. Il n'y a pas de réponse noire ou blanc. Il faut vraiment analyser dans le contexte, mais en théorie, en effet, à qui peut démontrer son historique de crédit, le propriétaire ne peut pas imposer des paiements d'avance et des cautions. Mais encore là, la caution, il y a encore d'autres petites zones grises. Si le logement il est meublé, il y a d'autres choses qui sont fournies à l'intérieur, là, on entre sur autre chose aussi. Donc, il y a toujours des zones grises. Il faut faire attention d'être catégorique dans nos façons de penser parce que c'est de l'évaluation en cas par cas, vraiment. Okay. Et c'est là où c'est rassurant de passer par exemple par ton entreprise, parce que tu vas accompagner sur justement trouver un bien et puis jusqu'à la signature, je suppose. Exact. Ouais. J'adore cette question-là parce que je dirais, je le vois en 3 phases. Le manque de connaissances, il y a le manque de temps, et puis il y a une espèce de catégorie, si je peux dire, qui englobe les deux, c'est-à-dire on peut sous-évaluer notre manque de connaissances et notre manque de temps. C'est que je le vois quand même en 3 points principaux. Manque de connaissances, les gens parfois s'imaginent que c'est très simple, la mobilité internationale. C'est quand même pour nous, l'un des plus grands projets dans une vie. Une personne qui quitte son pays, qui perd tous ses repères, qui quitte sa famille, ses amis, qui arrive dans un nouvel environnement complètement de vie, mais de travail, avec déjà les paradigmes sont complètement différents. Donc, c'est majeur, mais ce ne sont... Puis il faut comprendre que l'humain est fait tel qu'il est, hein, et il évalue avec
ses connaissances et puis ses expériences. Donc, quelqu'un qui n'a jamais pensé à ce que ça peut représenter, qui n'a pas vécu lui-même, peut-être quelqu'un qui n'a pas trop voyagé aussi, c'est possible. Je veux dire, on a toutes sortes de gens dans les entreprises. Mais des fois, les gens vont sous-estimer les connaissances que ça prend justement ou qui peuvent être profitables pour aider leur nouvel employé à s'installer. Donc, le manque de connaissances, mais la sous-estimation des connaissances nécessaires pour vraiment faire une différence. Et le manque de temps, mais ça, c'est clairement, ça revient. C'est une autre chose aussi qui est souvent sous-évaluée. Bien, on a des gens dans l'entreprise, tout le monde est motivé à accueillir notre nouveau travailleur français. Donc, les gens lèvent la main, moi je vais l'aider, on va faire ceci, on va faire cela, puis les idées fusent. La bonne intention peut être là. Après, est-ce qu'on a vraiment le temps? Est-ce qu'on a mandaté des gens pour non pas seulement aider sur l'intégration au sein de l'entreprise, mais l'intégration à l'extérieur? Donc, encore une fois, bien, qui aide le travailleur quand il n'arrive pas à se repérer avec, justement, là, on parlait de la pénurie de logement, avec tout ça. Il ne sait pas trop dans quel quartier aller. Là, il va parler à un collègue s'il les connaît. Hein, encore faut-il qu'il y ait eu des mises en relation avant. Donc, c'est tous des plans d'intégration qui ne sont pas toujours là. Donc, le travailleur qui arrive, il va se demander dans quel quartier je vais habiter. Il va demander à un collègue. Il y a un collègue qui va lui dire, ben moi, c'est tel quartier que j'habite, ça, c'est génial. Après, un autre va lui dire, ben non, moi, c'est ça. Et puis là, ben, le candidat, il n'y a pas vraiment un portrait global. Il va avoir toujours des situations, des exemples, mais pour faire un choix éclairé, je pense que ça prend une image globale de ce qu'il en est. Et puis après, ben, on choisit selon nos intérêts, notre budget, les activités qu'on veut faire, qu'on souhaite faire, mais peut-être les activités de notre famille, les écoles, c'est 360 degrés, il y a beaucoup d'aspects là-dedans. J'ai déjà eu un client, c'est un exemple, hein, qui me disait, Karine, ça arrive souvent, puis les Français nous posent souvent les questions, quel est le meilleur quartier pour habiter à Montréal, Québec, peu importe la ville? Beaucoup vont nous dire... le plateau, c'est sûr. À Montréal, ça revient beaucoup, mais souvent les gens vont nous poser ce genre de questions-là avec... Encore là, l'intention de comprendre avec notre expertise qu'est-ce qui est bien. Mais un quartier va être bien pour quelqu'un et peut-être ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tes affinités, si tu sors, etc. Si plutôt tu préfères aller au restaurant plutôt vers des... Ça peut être quel type de bien immobilier tu recherches aussi parce que parfois dans un quartier, il y a beaucoup de maisons. Dans un autre quartier, on veut une maison, mais il n'y a pas de maison. Ou les maisons sont un budget de 5 000 $ le mois. Bon, après, il faut... Il faut, je pense, arriver à connaître, nous, c'est ce qu'on fait chez Relo Québec, arriver à connaître notre clientèle le mieux possible, le plus finement possible, pour leur présenter quelques quartiers, par exemple, qu'on pense qui pourraient correspondre à leurs besoins et à leurs intérêts. Et après ça, on creuse avec une recherche et on affine et on visite et la personne finit par choisir. C'est jamais des choix catastrophiques parce que la personne peut-être va louer pour un an. Donc, elle pourra déménager l'année suivante. Je veux dire, c'est pas le choix d'une vie. Mais quand même, c'est important d'être bien quand on arrive parce que ça peut faire la différence entre un projet qui commence bien, qui se poursuit bien, puis un projet qui avorte et qui va mener, pas vers le succès en tout cas qu'on a escompté. Donc, des fois, c'est des petits détails. Les entreprises, donc pour terminer sur la question, les entreprises donc n'ont pas toujours cette perspective-là de ce que ça va créer également de bien accompagner. Et puis ils vont penser c'est facile, ben voyons, puis en bon québécois, l'un des traits particuliers de la culture québécoise, ben, on est très autonome, on apprend l'autonomie très tôt, dès la petite enfance. C'est dans notre programme éducatif. L'enfant est le premier agent de son développement, il est autonome, on lui apprend l'autonomie. Beaucoup plus que dans la culture française, c'est différent, là, mais on est vraiment dans une optique d'autonomie. Donc, l'employeur québécois peut dire ou va penser souvent, ben là, qu'il se débrouille, il va se débrouiller. C'est un adulte, il va se débrouiller. Mais on sous-pèse, je pense, beaucoup
pas tous, mais beaucoup sous-pèsent l'importance, je pense, l'intérêt d'accompagner, de mettre du temps. Et puis, si on a des ressources humaines qui sont là pour embaucher du personnel, pour les intégrer dans le marché du travail, dans leurs tâches, normalement, l'aide à l'extérieur des bureaux, ça ne fait pas partie d'emblée de leurs tâches. Donc, soit qu'elles vont ajouter des tâches, mais elles n'ont peut-être pas le temps de bien le faire. Elles ne sont pas habituées de le faire. Donc, si on fait une tâche, souvent, on devient expert. Quand on le fait à l'occasion, ça nous prend beaucoup plus de temps pour arriver au même résultat. On peut rater aussi, on peut se tromper. On ne connaît pas bien parfois de quoi on parle. Donc, en tout cas, tout ça fait en sorte que je dirais que c'est des obstacles principaux que les employeurs peuvent des fois sous-peser. Oui, avec grand plaisir. Je vais aller sur des exemples qui sont réels d'entreprises, sans nommer les entreprises, Oui, parce sûr. que je n'ai pas demandé l'autorisation non plus. Mais je peux vous donner 2 types d'exemples, parce qu'on accompagne vraiment une multitude d'entreprises. Peut-être qu'on a 200 d'entreprises avec lesquelles on collabore d'une façon régulière ou occasionnelle, là, tout dépendant les recrutements. Donc, par exemple, on travaille avec des grandes chaînes de restauration qui recrutent des centaines de travailleurs par année et qui vont vraiment les faire installer dans différentes succursales à travers le Québec. Donc là, dans le type de défi de collaboration, on est capable d'avoir un excellent suivi, une rigueur de logistique et d'accompagnement global dans tout le processus parce qu'on a des centaines de travailleurs. Donc, on doit s'assurer que tous les travailleurs ont reçu la même information, qu'ils aient les bons suivis et que l'entreprise puisse suivre au fur et à mesure les étapes qui sont franchies dans le processus. Donc, par exemple, on a plusieurs rencontres préparatoires. On va remettre des outils dans différentes langues aussi d'ailleurs. On accompagne dans différentes langues. On va remettre les outils. On a un guide d'installation complet de 70 pages. Donc, c'est un guide selon la ville qui va être aussi partagé. Par la suite, on va avoir des démarches administratives à franchir pour que la personne, quand elle arrive, elle ait accès aux soins de santé, qu'elle puisse avoir le numéro d'assurance sociale pour travailler, qu'elle puisse avoir un compte bancaire, un permis de conduire potentiellement ou autre démarche, inscription consulat ou ambassade. Donc, c'est des démarches qui vont être bien indiquées et suivies en temps réel avec l'employeur, donc un tableau de suivi vraiment partagé en temps réel. Et par la suite, la recherche de logement, peut-être l'arrivée à l'aéroport, c'est des services qu'on peut rendre. Il y a tout le volet d'installation d'ameublement qu'on peut offrir aussi. Organiser après certains déplacements sur place. Ça peut être de récupérer une carte SIM, un forfait cellulaire, d'installer aussi Internet, télévision. Il y a tout l'aspect des assurances également, donc assurance locataire, assurance véhicule. Donc, il y a vraiment beaucoup de petites choses à voir selon les mandats. On va créer nos tableaux de suivi vraiment personnalisés et l'employeur va pouvoir suivre les différentes étapes et s'assurer en termes même de facturation que tout suit bien son cours. On a beaucoup, quand on travaille avec des grands groupes comme ça, on a parfois des groupes qui s'occupent d'avancer un premier mois de loyer pour leurs travailleurs. Donc à ce moment-là aussi, il y a toute la gestion de fidéicommis, donc une entreprise qui peut nous verser un certain montant pour pouvoir nous payer les premiers mois de loyer de tous les travailleurs. Donc, s'il y en a une centaine, bien évidemment, il faut suivre ça très bien pour s'assurer là, de ne pas commettre d'erreur. Un deuxième exemple que je peux prendre, un exemple d'une entreprise qui s'installe au Québec. On a beaucoup d'entreprises qui vont s'installer principalement dans la grande région métropolitaine de Montréal. Et là, on va accompagner des équipes d'exécutifs, par exemple. Donc, des équipes qui viennent dans un premier temps pour démarrer une succursale au Québec ou qui vont venir développer le service au Québec. Et là, donc, on va accueillir, par exemple, le CEO, le vice-président, etc., l'équipe qui va être en gestion. Et là, on a des attentes, on peut s'imaginer, des attentes très élevées
en termes d'accompagnement personnalisé. En termes de service, on peut rendre jusque du VIP sur mesure. Donc, on peut penser les grandes entreprises en énergie verte, en biopharmaceutique. Donc, on en a eu plusieurs. Et ça peut aller jusque tout ce que mon nouveau directeur désire en termes d'accompagnement, faites-le. Un peu comme à la sauce conciergerie d'hôtel française. Bon, peut-être un petit peu moins exigeante, quoique parfois non. Très, très, très exigeant. Et on peut prendre un rendez-vous au coiffeur au final parce qu'il y a une conférence de presse qui arrive dans le domaine professionnel, il y a des besoins à ce niveau-là. Donc, on a vraiment une gamme de clientèle à tous les niveaux. On fait les salariés qui arrivent bas salaire au terme de l'immigration, moins de 25 $ et moins en 2024 au moment où est-ce qu'on se parle. Donc, depuis le 8 novembre 2024, dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, le salaire médian qui sert de référence pour déterminer si un travailleur entre dans la catégorie des bas salaires ou des hauts salaires est fixé à 32,96 $ canadiens de l'heure. Donc, on a des gens qui arrivent dans des usines, des métiers, après on a des techniciens, on a des professionnels et on a des hauts dirigeants. Donc, le défi, c'est de toujours bien adapter nos informations, notre orientation selon la personne qui est devant nous. Et ultimement, on a les mêmes informations, on a des processus rigoureux à suivre, mais selon qu'une personne n'est jamais venue au Québec, n'a jamais posé les pieds au Canada, versus quelqu'un qui est à son 20e voyage d'affaires, évidemment, on ne va pas s'adresser à la personne de la même façon. On va vérifier, mais on va peut-être passer sur d'autres niveaux de détails ou d'exigence. Donc, c'est pour vous donner un portrait, là. J'espère que ça répond à la question. Ouais. Et du coup, vous êtes capable de couvrir tout le Québec, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il y a des villes en particulier où vous êtes implanté? Et est-ce que si par exemple on vous propose de recruter pour une ville qui est plus petite et que vous ne faisiez pas, est-ce que vous êtes capable justement rapidement de proposer vos services dans cette ville? L'avantage, je dirais oui et non. L'avantage, c'est que on va toujours prendre la demande et discuter avec l'entreprise parce que justement, il y a toutes sortes de cas de figure. Et puis, pour une même ville ou un petit village, selon le besoin, on va pouvoir très bien répondre ou proposer un autre service qui répond, mais qui va être peut-être plus succinct. Okay. Je donne quelques exemples. C'est sûr que Montréal et Québec, on a des équipes qui sont basées Montréal et Québec d'emblée. Donc ça fait partie, disons, de nos deux villes phares. C'est les deux plus grandes villes là, en importance. Déjà la capitale nationale et puis la grande métropole du Québec. Donc, je dirais que ça va de soi. Pour le reste, on a toujours différents services. Je disais tout à l'heure, je parlais de l'exemple en restauration où est-ce qu'on accompagne des gens qui arrivent un peu partout au Québec. Il y a toujours une façon de traiter les dossiers. On peut être créatif et avec 10 ans d'expérience et une multitude de situations, on a toujours trouvé réponse aux besoins des entreprises qui nous ont fait confiance. Donc, par exemple, si on a des gens qui arrivent dans une petite municipalité très, très éloignée de Québec-Montréal ou en Abitibi ou, peu importe au Québec, le Québec, c'est grand, on va déjà pouvoir proposer notre préparation virtuelle. La préparation virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui est propre à Reloc Québec qu'on a développé. C'est vraiment pas toutes les firmes qui vont là-dedans parce que c'est beaucoup vu la relocation sur des services, recherche de logement, démarches administratives, tout ça. Nous, chez Reloc Québec, on commence par accompagner un projet de vie. Donc, pour accompagner un projet de vie, on doit rencontrer les personnes. On rencontre nos clients entreprises et on rencontre nos candidats aussi. Donc, ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quand on va rencontrer l'entreprise pour évaluer son besoin, déjà, on va pouvoir lui proposer la bonne préparation pour ses candidats qui va déjà créer une valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui ne serait pas accompagné ou qui on ferait seulement que répondre à ces questions, peut-être selon la capacité des ressources humaines. Par la suite, par exemple, si on parle de démarches administratives, elles peuvent se faire juste en donnant l'information et c'est le candidat lui-même qui va le faire. Et là, il a l'adresse, les documents requis, comment, ça sert à quoi, etc. Donc ça, c'est la première étape qui est incluse dans la préparation. Après,
on peut le faire virtuellement pour le candidat. Donc ça n'implique pas de déplacement. Donc si on a quelqu'un qui s'en va très loin au fin fond de la BTB ou en fin fond de la Gaspésie, on va pouvoir l'accompagner virtuellement là-dessus avec des coûts plus limités parce qu'évidemment, c'est virtuel. Et on a un niveau d'accompagnement présentiel. Donc, c'est là que le niveau d'accompagnement présentiel, par exemple, dans ce cas-ci, on évaluerait avec l'entreprise. Est-ce que c'est pertinent? C'est quoi l'avantage, le désavantage? Et puis là, il y a peut-être certains lieux où est-ce qu'on dirait, écoutez, ça ne serait pas ni pertinent pour notre équipe de faire un déplacement jusque-là pour absolument le voir. Ou, ce qu'on peut vous proposer, c'est que votre personne va passer nécessairement par l'aéroport, normalement. Ouais. Donc, arriver à Montréal, par exemple, ou arriver à Québec, c'est plutôt dans l'Est, nous, on va pouvoir organiser, puis on le fait déjà pour ce genre de grand groupe-là, où est-ce qu'on va accueillir la personne à partir de l'aéroport de Québec ou de Montréal. La personne va prendre une nuitée ou son employeur va prendre une nuitée dans un hôtel de la région. Et nous, on va faire les démarches terrain sur place. Et ensuite, la personne va pouvoir s'en aller dans sa localité. Des fois, on accueille des gens de Madagascar avec le décalage horaire, c'est un exemple. Les gens sont hyper fatigués. S'il faut qu'ils s'en aillent à cette île après, c'est une bonne idée qu'ils arrêtent à Québec puis qu'ils se reposent un peu, qu'on fasse des démarches. Et quand on fait des démarches, par exemple, on prend l'exemple de la banque, on est capable de faire des démarches sur place à Québec ou à Montréal, mais pour une banque de cette île, si la personne s'installe à cette île. On est vraiment bien organisé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose déjà qui donne une belle couverture. Pour ce qui est des logements, c'est là que le bas blesse. Malheureusement, en pénurie comme on est là, il y a des localités, sur papier, il n'y a pas de logement. Donc évidemment, à l'occasion, il y a une chambre, il y a un logement. Mais on considère, puis là, on l'évalue comme une entreprise privée qu'on est. À ce moment-là, parfois, ça ne vaut pas vraiment la peine, nous, d'offrir ce service-là et de facturer, de se mettre une grande pression parce que nous, quand on signe un contrat, on livre le résultat. Donc, si sur papier, on a peu de chances d'atteindre le résultat, on est très mal à l'aise à vendre un service qui ne va pas avoir une grande valeur ajoutée, en fait, qui va coûter très cher à l'employeur. Et là, c'est peut-être là qu'on va lui fournir des moyens, des petits trucs et astuces pour que lui trouve dans sa localité. On a beaucoup d'entreprises qui ont acheté carrément des immeubles pour loger leurs travailleurs parce qu'ils accueillent beaucoup de travailleurs. Après, c'est du cas par cas. Donc, on va s'asseoir avec l'employeur, on va regarder les possibilités, puis on va faire les meilleures recommandations pour que ça se passe bien. Mais ceci étant dit, oui, on ouvre sur d'autres villes très régulièrement. Si c'est pour un candidat une fois dans l'année, peut-être pas. On a des grands clients qui ont des gens en région, donc qui ont des gens dans les villes, mais aussi en région, où est-ce que là, on va travailler sur une base récurrente, on a des bonnes pratiques, puis les gens savent justement c'est quoi le contexte. Et ils sont patients parce qu'on ne pourra pas jamais donner de garantie sur le délai pour trouver les logements. On a des idées de délai. Parfois, on se fait mentir positivement. On trouve très rapidement. On se disait récemment, on a été super efficace. On a trouvé une 60aine de logements pour un certain emploi. Ça a été magnifique. Mais on ne peut surtout pas garantir. Et puis les firmes qui vous garantissent, et ça, je l'ai entendu, puis je l'ai vu sur le marché, il y a des firmes qui vont dire « Oui, je vais vous trouver à une entreprise. Oui, on va vous trouver le logement. Il n'y a pas de souci. » Non, on ne peut pas garantir. Et même nous, on a développé des excellents partenariats. On a une liste, on a des propriétaires qui nous appellent avant même que les biens soient sur le marché parce qu'ils ont intérêt à travailler avec nous. On leur réfère beaucoup de gens. Ils n'ont pas à prendre 150 appels, à commencer à faire des visites et tout. Ils ont un intérêt à travailler avec nous. Donc, vous pouvez imaginer, on a tout ça et malgré cela, on ne va jamais garantir un délai. Quand on signe un mandat, par contre, on travaille jusqu'à temps qu'on trouve le logement. Donc, est-ce que le logement, il est dans la petite localité ou il est à 10 km plus loin? Il faut se donner des bonnes conditions. Il faut que le salaire fasse sens au départ. On va évaluer avant de dire oui. Quand on dit oui, on travaille jusqu'au bout et on trouve. On livre un résultat. Alors,
sans vouloir tout répéter, parce qu'on a quand Bien même abordé plusieurs sujets. On a parlé de préparation, on a parlé de soutien pour la recherche d'un logement, comprendre les quartiers, soutien familial, toute l'information pour pouvoir également procéder aux différentes démarches administratives à faire sur place, bon, etc., etc. Je vous dirais que le plus grand avantage d'un talent ou d'un talent français qui fait appel à nos services, c'est qu'on va l'aider à mieux comprendre où est-ce qu'il va atterrir. Et par comprendre, encore une fois, je le mentionnais au niveau culturel, au niveau du fonctionnement, de la mentalité, des paradigmes, tout ça, mais au final, on veut éviter ou diminuer des potentiels chocs culturels. Parce qu'une personne qui ne comprend pas et qui n'a pas peut-être imaginé réalistement où est-ce qu'elle va atterrir, ben, il peut se passer des problèmes, mais surtout ce qu'on voit fréquemment de gens non préparés et qui n'ont peut-être pas aussi des qualités d'adaptation et de remise en question. Bon, c'est très, très complexe, il ne faut pas simplifier, mais un des problèmes majeurs qu'on voit des gens qui s'adaptent mal, c'est qu'ils vont tomber dans une victimisation. Et là, la victimisation, c'est terrible. Et pourquoi? Bon, il y a aussi une personnalité peut-être, mais des fois non. C'est que la personne va évaluer, puis ça peut arriver à tout le monde. Et ça arrive à tout le monde, même moi la première, même quand on a des bonnes clés, on se trompe parce qu'on arrive dans un environnement où est-ce qu'on ne connaît presque rien. Et on va évaluer les situations avec nos yeux. On a des biais culturels. Et même si on a beaucoup voyagé, je suis vraiment le premier exemple, j'ai souvent des biais. J'ai voyagé dans une trentaine de pays, on accompagne des milliers de nouveaux arrivants de différents horizons. On ne peut pas s'en défaire complètement, c'est difficile. Donc, quelqu'un qui arrive, qui a beaucoup de biais, mais en plus qui a une méconnaissance de l'endroit où il arrive, donc un Français qui arrive par exemple à Montréal ou à Québec, la difficulté de ne pas se faire accompagner, c'est que si on vit des situations, on se dit, mais je vis ça parce que la personne, elle ne m'a pas accepté, parce que je suis français, c'est mon accent, c'est ceci, c'est cela. Bien, on tombe dans cette victimisation de l'autre et moi et la distanciation culturelle. Puis ça mène jamais vers la bonne solution, vers l'intégration. Alors, si on a une meilleure compréhension de où est-ce qu'on arrive, bien, quand la situation va se présenter, parce que ces situations vont se présenter, on vit chacun des situations dans la vie qui nous arrivent, et puis bien, c'est notre compréhension de ce qui se passe, notre évaluation qui va faire en sorte que ça va bien se passer, on va apprendre ou on va se sentir mal dans la situation. Donc, la personne qui est bien préparée, elle va comprendre et puis, ben, il y a des fortes chances que le message passe mieux, de la bonne façon, que la personne évolue. Et il y a aussi des outils qu'on peut développer parce qu'on ne peut pas prétendre qu'un jour on va connaître tout puis on va toujours bien comprendre les situations. Donc, par exemple, quand il arrive des situations qu'on ne comprend pas, justement, où on pense que potentiellement on n'a peut-être pas bien saisi ce qui se passe, ben il y a des trucs comme demander, faire reformuler à la personne, écoute, je ne suis pas certaine de comprendre ce que tu me dis, qu'est-ce que tu veux dire par là, peux-tu développer davantage, tu sais, en France, pour moi, dans ma tête, je comprends comme ça, est-ce que je me trompe, etc. Donc, il y a des petites clés en communication interculturelle qu'on peut mettre un peu à profit pour éviter de mal comprendre et de se créer un scénario qui n'existe pas. Et après ça, il y a tous les individus qu'on va croiser. C'est un autre exemple que je donne, je pourrais en donner tout l'après-midi, je vais m'arrêter après. Mais par exemple, on rencontre quelqu'un qui est hyper sympathique, ben là, tous les Québécois sont sympathiques. On commence notre expérience avec 2-3 personnes un peu moins sympathiques, ben là, on va dire les Québécois sont froids. Ben là, on le lit souvent. Donc, après, nos expériences vont forger un peu notre perception, mais c'est dangereux de prendre quelques exemples pour en faire la généralité. Alors, c'est tout ça, d'avoir quelqu'un qui nous challenge un peu, qui nous met à défi, qui nous donne des clés, qui nous parle de la culture, bien, je pense que ça peut juste nous mettre dans un mode favorable pour une meilleure intégration. Et justement, vu que vos services arrivent aussi en amont, est-ce que l'explication culturelle est des fois de déconstruire des mythes
Parce que moi, des fois, je rencontre des gens qui veulent partir au Québec et finalement, ils ont un mythe, un rêve, tu vois, le Québec rêvé. Est-ce que ça arrive du coup qu'ils se disent, finalement, on va pas partir au Québec après vous avoir rencontré, une fois que vous expliquez culturellement comment ils se disent, non, ce sera trop différent, ou alors aussi les prix, etc., des logements, est-ce que ça arrive? Ça arrive rarement. Généralement, les gens sont dans un processus, ils se sont aussi un peu informés de leur côté, mais ça peut arriver. Des questions financières, on l'a vu un peu plus, ou des questions liées à l'emploi, on l'a vu un peu plus. Mais parfois, il y a des gens qui arrivent aussi puis qui s'aperçoivent que ce n'était peut-être pas le meilleur endroit pour eux. Parce qu'encore une fois, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas tout rose. Il y a des avantages au Québec, il y a des inconvénients. Et selon ce qu'on priorise, on va être super confortable au Québec ou non. Donc, on a vraiment, par exemple, des gens au niveau financier qui vont faire les calculs, qui vont voir et puis qui vont... Un déménagement international, ça coûte très cher. Des gens partant. On doit recommencer certaines choses. Ça va peut-être nous faire prendre un pas de recul au niveau professionnel, à différents niveaux, ce qui va nous coûter aussi, soit en temps, soit financièrement. Donc, ça, c'est vraiment des aspects à considérer. L'emploi des conjoints-conjointes aussi. Des familles qui, par exemple, ont un projet un peu plus basé sur un projet d'un individu dans la famille. C'est jamais, à moins que le conjoint soit très ouvert, que les enfants soient vraiment très partants, mais ça peut causer des problématiques. C'est ce qu'on voit peut-être plus dans les problématiques. Donc, une personne qui veut tellement y aller, mais le conjoint-conjointe est presque tiré par le bras et de ne pas avoir évalué ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre et ce que ça va coûter en termes énergiques de s'installer dans ce nouveau pays-là qui est complètement différent. Donc, je dirais que c'est pas nécessairement fait le projet de mobilité internationale pour quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre un pas de recul, mais il faut encore savoir qu'est-ce qui nous attend et être willing, comme vous dites, d'être prêt à le faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir recommencer des études ou de devoir passer par un autre métier ou un premier emploi pour accéder potentiellement à ce qu'on faisait, le même niveau, si je peux dire, en France. Il n'y a rien de pire que de faire ça quand on ne l'a pas choisi et encore plus qu'on n'était pas informé de cela. Là, ça va nous heurter, c'est normal. Les individus qui ont le plus de mal dans des professions où est-ce qu'il y a des mises à jour à faire et qui voient la mise à jour ou le recul professionnel, qui vont le voir comme un recul personnel, qui vont manquer d'estime d'eux-mêmes ou trouver qu'ils manquent de reconnaissance, l'image, beaucoup tout ça. Ceux qui sont très sensibles sur ces questions-là, c'est pas nécessairement des bons projets pour eux. Parce que je pense que ce serait la même chose si moi, demain matin, j'allais en France, si quelqu'un qui arrive d'un autre pays, c'est pas juste pour la France versus le Québec. Je pense que quand on change de culture, c'est même si les niveaux de diplôme sont reconnus ou sont proches, il y a toujours des différences. Donc, on va vivre des différences d'une façon ou d'une autre. Puis, est-ce qu'on va être capable de bien vivre avec ces différences-là et puis d'en faire un levier pour la suite, parce que ça peut être un beau levier au Québec, il y a plein de beaux avantages, mais il y a parfois un début, un démarrage qui peut, c'est pas toujours le cas, mais qui peut être vraiment plus difficile. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut aider un talent français qui passe par nos services, justement, à se faire confronter et à se faire dire la vérité. On n'est pas là pour les clients qui nous mandatent, on n'est pas là pour embellir la réalité. C'est sûr qu'on va essayer de rester positif, de trouver des stratégies, vraiment des façons de faire pour arriver vers notre objectif, mais on est là pour dire la réalité d'abord et avant tout, parce que la personne va se confronter à la réalité en arrivant. Donc, si on lui a embelli, comme parfois ça pouvait se faire à l'époque, le Québec c'est beau, c'est le plein emploi, c'est le plein emploi, venez, là on s'imagine tout est beau, on arrive et puis oups, il y a telle problématique, telle situation, c'est moins rose. Est-ce que même une fois mission terminée, l'accompagnement fait, est-ce que tu as des gens qui travaillent qui font « Dis-moi Karine, là ça j'ai pas compris ».
Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que, ou alors ça Oui, t'arrive? ça arrive parfois. On a un beau volet d'intégration pendant Ouais. 1 an chez Roloc Québec. Donc, Ok. on a de l'assistance virtuelle Pendant 1 an? gratuite pendant 1 an. Donc, à tout moment, puis notre clientèle, après, ben, ils font partie de notre réseau. Je pense que même après 1 an, s'il y a une question, c'est déjà arrivé, on va pas dire, ben, désolé, l'année est écoulée. Non. Donc, évidemment, ben, on s'entraide comme on a des clients parfois qui, par la suite, peuvent travailler dans une boîte et puis peuvent nous aider d'une quelconque façon. Donc, je veux dire, on fait partie d'un même réseau. Mais oui, on a parfois des questions ou des belles discussions, à tout le moins. On a on offre des webinaires, des cafés-rencontres. On en a 8 à 10 par année, en français justement, sur des questions un peu plus poussées. Là, on allait sur la cote de crédit. La semaine passée. Donc, c'est quoi la cote de crédit? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment on fait les choses? Comment on peut l'améliorer? Comment on peut déjà la développer avant de l'améliorer? Donc, là, on avait trucs et astuces avec un spécialiste du crédit qui était là. L'achat immobilier, le système de santé, mais d'une façon un peu plus sur les détails, parce qu'on aura parlé de la généralité, mais là, on va arriver sur des cas concrets. Donc, c'est des exemples de sujets. Le matériel scolaire, ça fait bien rigoler parce que les terminologies sont différentes de France au Québec. Donc là, un duotang, il y a plein de termes. Un duotang, par exemple. Donc les gens cherchent. Ouais, bah franchement, je sais même pas. Puis avec ma façon de l'expliquer, sûrement que personne ne comprendrait. Il faudrait que je vous le montre parce que c'est un cahier, mais un cahier pour vous, ça écrit. Donc là, ça va être une petite pochette, si on peut, là, où est-ce qu'on va mettre des feuilles à l'intérieur, mais c'est pas comme un cartable qui pour vous est un sac d'école. Là, imaginez, donc, juste ça, on rigole et puis c'est presque une épreuve, un beau défi en soi que d'aller magasiner les premiers effets scolaires pour un parent nouvellement arrivé de France, par exemple. C'est rigolo, mais c'est un fin niveau de détail, d'accompagnement qui va vraiment... On gagne en sécurité, je vous dirais. Je te dirais aussi, Julie, on gagne en sécurité quand on se fait accompagner parce qu'on ne se sent pas seul. Puis on sait que le niveau d'information qu'on a, c'est pas un niveau non plus qu'on a pris sur un forum de discussion. Et là, peut-être que même la personne a mal compris quelque chose puis nous donne une mauvaise information. Donc, je dirais que c'est ça qu'on peut apporter dans la démarche, beaucoup de sécurité, puis faire en sorte que ça se passe mieux. Alors, ça irait sur le fait d'atteindre tous et chacun, d'avoir une proximité avec le plus de gens possible. Parce que le Québec, c'est grand. Il y a une multitude d'entreprises, il y a une multitude de candidats. C'est pas toujours possible non plus financièrement parce que de recevoir un accompagnement personnalisé, comme je l'expliquais avec toutes les étapes et tout, il y a des coûts associés. Donc, on a une clientèle qui a la capacité, qui souhaite se faire accompagner. Puis on a aussi, il y a parfois une clientèle qui n'a peut-être pas la capacité financière et qui ne souhaite peut-être pas non plus se faire prendre en charge de façon personnalisée comme ça ou se faire accompagner, parce qu'on ne prend pas en charge totalement, mais se faire accompagner autant dans les détails. Il y a des gens qui sont plutôt justement sur l'autonomie, qui veulent faire eux-mêmes, vraiment une partie prenante dans le domaine. Donc, dans la nouveauté, dans ce qui s'en vient en fin d'année, début d'année 2025, on est en train de finaliser un parcours de formation complet, vraiment extensif et très détaillé et vraiment très qualitatif. Donc, il va sortir en fin d'année 2024, probablement le décembre 2024, où est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès à toute notre expertise. Et étant donné qu'on ne sera pas un à un, on va être capable de le vendre à un petit prix qui va être accessible à tous. Donc, je pense aux entreprises qui embauchent des centaines de candidats justement par année qui ne sont pas des grands groupes, comme des usines dans le domaine manufacturier, dans des régions très éloignées. Donc ça peut être une clientèle qu'on va atteindre. Et tous les talents français qui veulent justement avoir ce niveau de détail d'information et de bonnes informations, donc pas aller chercher à gauche, à droite sur des forums, pas trop savoir comment évaluer, avoir vraiment accès à des informations qualitatives de gens qui sont spécialistes dans le domaine
et avec un tout petit prix, quitte à ajouter des services personnalisés pour se faire accompagner, par exemple, sur le logement ou autre, mais avoir accès à toute notre expertise, vraiment avec une belle accessibilité. Donc, c'est vraiment ce qu'on va mettre en place qui s'en vient dans la prochaine année. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo de questions-réponses va donner envie aux entreprises et aussi aux talents de faire appel à Reloc Québec. C'est vraiment un avantage, je pense que vous avez compris, pour les entreprises en termes de rétention notamment. Oui. Et puis de bien-être des salariés. Je pense que c'est très important, c'est vachement mis en valeur au Québec. Et oui. Donc, passer par Reloc Québec, c'est une valeur sûre par rapport à ça. Et puis pour les talents français, je peux que vous recommander, les particuliers, de faire appel. C'est tellement compliqué de partir à l'étranger. Si on peut s'enlever quelques épines du pied, d'autant plus si par exemple on a des enfants ou autre, c'est Reloc Québec, faites appel à Reloc Québec. Si jamais il y avait des gens qui voulaient nous contacter, vous pouvez nous écrire par courriel, c'est le moyen le plus simple. Tu pourras peut-être le mettre dans le bas de vidéo. Oui, donc info@relocquebec.com, très simple. Si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir une rencontre pour discuter d'un potentiel accompagnement avec lequel on pourrait vous aider, en sachant qu'on peut faire vraiment un petit service très très succinct jusqu'à un accompagnement complet. Donc, il y a vraiment des services à tous les niveaux, à tous les budgets. Donc, de ne pas hésiter à nous contacter. Des fois, ça peut être une petite consultation virtuelle, tout simplement, où est-ce que vous vous dites, je me questionne vraiment à tel sujet, j'aimerais ça parler à un expert pour mieux orienter mon projet, etc. Ça peut être vraiment l'entrée de gamme de services. Et puis, comme je le disais, on peut aller très très loin dans le processus, mais ce n'est pas une obligation, là. Vous avez un site internet aussi? Oui, donc www, je pense qu'il ne faut plus le dire, .relocquebec.com. Donc là, je suis de la vieille époque, vous voyez, je suis plus vieille. Non, je dis www. Non, mais je pense qu'on n'a plus besoin de le dire, on dit relocquebec.com, tout simplement, mais je suis de la vieille époque. Merci à tous, et puis on se revoit pour de nouvelles vidéos. À plus! Merci!